Bon, le second volume des mythologiques de Lacan, dont le titre est Oedipe assassiné, point d'interrogation, réunit 3 nouvelles études sur ce que j'appelle les sources littéraires de Lacan. 3 études qui correspondent à l'analyse d'Oedipe roi, Oedipe à Colonne et Antigone. Oedipe roi, comme on le verra dans ce nouvel ouvrage, vérifie ce que j'ai appelé dans le premier volume des mythologiques de Lacan la révolution du phallus. Révolution par laquelle Lacan a modifié radicalement la clinique de l'Oedipe, puisque, événement considérable, et contrairement à Freud, Lacan énonce que ce n'est pas l'enfant qui veut la mère, mais c'est la mère qui veut l'enfant, l'enfant dont elle fait son objet, ou, dit de manière plus lacanienne, dont elle fait son phallus. Et l'étude d'Oedipe roi montre, et ce sera le but du premier chapitre de ce nouvel ouvrage, qu'en effet, l'analyse précise de cette tragédie, Oedipe roi, montre clairement que c'est bien Jocaste qui veut jouir d'Oedipe, tandis que le désir d'Oedipe n'est pas du tout de jouir de sa mère, de coucher avec sa mère, et en passant, le cas échéant, de tuer son père, comme on le dit souvent. Non, le désir d'Oedipe, c'est le désir de savoir ce qu'il en est de son destin. Lorsqu'il sait, Oedipe se crève les yeux, quitte donc le registre imaginaire de l'existence et s'engage dans l'errance vers Colonne, alors que Jocaste se pend et par là elle rejoint son statut de femme, comme femme et non pas de mère, puisque dans l'Antiquité, lorsqu'elle se suicide, la femme se pend. La femme est pendue, dit le chœur, la femme, pas la mère. Oedipe, lui, se destitue de sa position royale de roi de Thèbes, il s'engage dans l'errance, avec comme unique soutien sa fille Antigone, et il arrive à Colonne, à nouveau comme hors la loi, donc c'est chronique chez Oedipe, ce statut de hors la loi sans le savoir, mais il arrive comme hors la loi, non pas cette fois parce qu'il est accusé de coucher avec sa mère ou d'avoir tué son père, mais parce qu'il piétine le sanctuaire de la Vierge Artémis, la grande déesse vierge de la cité. Donc, voilà Oedipe une seconde fois hors la loi, à Colonne, et on comprend que cette fois, c'est la question féminine qui est posée par Sophocle, puisque ce qui est piétiné par Oedipe, ce n'est pas une quelconque maternité, mais c'est la Vierge, la déesse vierge du lieu. D'où j'en ai conclu que le thème central, un des thèmes centraux plutôt d'Oedipe à Colonne, c'est bien la question féminine,
question féminine que j'ai reprise dans mon ouvrage intitulé La question féminine de Freud à Lacan ou la femme contre la mère, ouvrage de 2010 publié au PUF aussi, où j'ai montré en particulier tout ce qu'on gagnait à disjoindre la clinique de la femme comme femme de la clinique de la mère qui est tout autre chose. Donc, on s'aperçoit en lisant les grands textes fondateurs de la culture occidentale qu'il y a à l'intérieur même de la tragédie une disjonction radicale entre la femme et la mère, que l'idéal de la femme comme femme à Colonne ou ailleurs est bien la grande déesse Artémis, qui est une déesse vierge, contrairement à ce qu'avait pu soutenir Freud en faisant une mère. Non. Donc, reprise de la question féminine dans mon ouvrage, d'une certaine manière, pour suivre la logique des grands textes qu'a étudié Lacan pour ce que j'ai appelé cette période de C mythologique. Sans cette disjonction, notamment entre la femme et la mère, sans ce remaniement décisif de la théorie de l'Oedipe par laquelle Lacan déplace la source du désir incestueux de l'enfant vers la mère, eh bien évidemment on ne comprend pas grand-chose à la théorie de l'Oedipe chez Lacan et à la théorie de l'Oedipe tout court, c'est-à-dire en fait à la clinique de l'Oedipe telle qu'on l'aperçoit de manière assez présente dans la clinique d'aujourd'hui, au moins pour ce qu'il en est de la clinique de ceux qui sont sujets à la névrose, un peu moins ou d'autres manières pour ceux qui sont sujets à la psychose. En tout cas, ce que l'on constate aujourd'hui, contrairement à ce que j'entends régulièrement, naturellement, ce que l'on constate dans l'écoute clinique, dans le travail ordinaire, analytique, on va dire les choses comme ça assez mal, mais c'est de ça dont il s'agit, on aperçoit la présence extrêmement puissante du complexe d'Oedipe, au fond, appelons-le simplement par son nom, le complexe d'Oedipe, et si on prend les choses comme nous l'indique Lacan, en replaçant la source du désir oedipien dans la mère, alors on comprend pourquoi la mère veut un enfant, que cet enfant est en position d'objet, et qu'il revient donc naturellement du même coup à cet enfant de se déprendre de cette volonté maternelle, de le constituer comme objet de sa propre jouissance. Et j'ai montré dès le premier volume de ces mythologiques que la manière, enfin j'ai montré après Lacan, j'ai rappelé plutôt comment Lacan construit la défense de l'enfant dans ce premier volume des mythologiques de Lacan. Cet opérateur de défense que l'enfant construit est ce que Lacan appelle le fantasme fondamental qui constitue à la fois la solution de défense contre l'océan maternel, barrage contre le Pacifique maternel, on va dire,
pour rester dans la littérature, mais qui est une illustration clinique absolument parfaite. Ce barrage étant constitué, devient du même coup, je l'ai montré aussi dans ce premier volume, la prison de verre de l'enfant qui s'est défendu en constituant une image, moi, idéale typique de lui-même, un reste, disons, c'est-à-dire que lorsqu'il aperçoit sa position, au fond, contrairement d'une certaine manière à ce qu'aura pu faire Oedipe, se débarrasser des attributs, se destituer de sa position de roi, bien l'enfant dans la modernité, lui, c'est la thèse de Lacan, l'Oedipe dans la modernité, l'homme moderne ne consent pas à se débarrasser totalement de sa position royale, de sa position d'étrification phallique, sa position d'objet du désir de l'autre, et il exige du destin, d'une certaine manière, une image moins idéale typique qu'il produit de ses propres mains et qui sera naturellement le squelette de son fantasme fondamental et l'armature du narcissisme qui le tient en prison, raison pour laquelle Lacan indique à ce moment de ce que j'appelle ces mythologiques que l'orientation de la cure doit conduire le sujet à s'extraire de cette prison qui régule finalement toute sa vie, ses impasses et son impuissance. Et Lacan démontre ce point en analysant la tragédie chrétienne d'Hamlet. Hamlet, dont il dit que ce n'est pas seulement une reprise d'Oedipe dans la modernité chrétienne. Hamlet, c'est celui qui est arrêté par la prison de verre dans laquelle il se trouve embastillé. Il se trouve prisonnier, pour dire les choses plus simplement. Et donc, du coup, Hamlet ne peut, au moins en début de tragédie, Hamlet ne peut agir contre, en éliminant le meurtrier de son père qui couche avec sa mère Gertrude. Lui, Hamlet se trouve dans une position que Goethe déjà avait repérée comme la position du spectateur, qui est donc, on pourrait dire de manière un peu plus générale, la position du névrosé obsessionnel, ce qui aussi se vérifie régulièrement dans les cures. Il y en a quoi, c'est cette position de spectateur par laquelle l'obsessionnel voit sa vie de l'extérieur et qu'il perd naturellement, puisqu'il n'est pas dans la scène, mais hors scène, il se regarde. Donc c'est de cette position que le sujet obsessionnel, entre autres, ou le sujet névrosé de manière plus générale, doit s'extraire dans la cure. Alors, d'Oedipe, pour en revenir à Oedipe, d'Oedipe roi, où Oedipe est le roi de Thèbes, à Oedipe à Colonne, où le sujet Oedipe se prend les pieds dans le tapis une nouvelle fois, puisqu'il piétine
le sanctuaire des déesses, on a un déplacement tout de même de la position d'Oedipe au regard des dieux, qui finalement se retrouve assez satisfait du fait de l'automutilation perpétuée par Oedipe sur sa propre personne, et du coup cet être de déchet qu'observent qu'observent les dieux à Colonne satisfont, je le répète, le désir des dieux, et à partir de ce moment, au fond, les dieux annoncent que la cité qui accueillera les migrants, qui accueillera le migrant, Oedipe, bénéficiera de leur protection. Du coup, Oedipe, étant prévenu de cette modification de la position des dieux à son égard, formule cette phrase qui restera donc pour la nuit de temps la formule conclusive d'une certaine manière de la tragédie, voire de l'expérience analytique. C'est donc quand je ne suis plus rien que je deviens vraiment un homme. Cette phrase sanctionne pour Lacan ce que l'on pourrait appeler la passe d'Oedipe. C'est assez facile à percevoir, Oedipe passant d'une position de roi à cette position de rien à Colonne, ce trajet du moi idéal typique à cette position de déchet étant d'une certaine façon, au fond, le trajet qui ordonne toute une part de l'expérience analytique et jusqu'à un point de modification morphologique de la position du sujet, modification par laquelle Oedipe et l'analysant rejoint le registre de la Doua, le désir des dieux, et quitte définitivement, pour une part au moins, le service des biens pour incarner ce rien qui, depuis Platon, est la cause même du désir. De Thèbes à Colonne, Lacan reconnaît donc le trajet de la passe du héros antique qui culmine sur ce souhait ne pas être. Ne pas être, voilà ce qui vaut mieux que tout, formule le vieil Oedipe à Colonne. L'homme moderne, donc, doit lui aussi s'automutiler pour quitter sa position de phallus de la mer, mais il le fait, je l'ai dit, de manière incomplète et conserve par-devers lui des fragments de corps, ce qu'on appelle des objets A, ce que Lacan a appelé des objets A, autour de quoi le sujet construit, au fond, son fantasme fondamental, qui devient le garant de son être et sa prison de verre. La traversée du fantasme de l'homme moderne, voilà donc le but de l'analyse lacanienne. Et pour comprendre cette orientation, pour comprendre cette idée de Lacan, il faut comprendre naturellement, de son point de vue, la passe d'Oedipe, le deuil du moi idéal typique, c'est-à-dire ce qu'il appelle le deuil du phallus, l'incomplétude de l'être, et ce qu'il en est naturellement préalablement de la constitution du fantasme. Alors tout ceci vaut à l'évidence de manière assez convaincante pour le côté garçon.
Côté fille, donc côté garçon, c'est Oedipe, puis Hamlet, qui retiennent l'attention de Lacan, étudiant les grands textes, non pas parce que les grands textes illustrent des complexes, mais parce que le sujet, pour Lacan, se déduit des grands textes littéraires. Alors, côté fille, c'est évidemment la tragédie d'Antigone, je l'ai annoncé déjà, que Lacan va analyser sous l'œil bienveillant, d'une certaine manière, en tous les cas, sous les auspices de Claude Lévi-Strauss, puisqu'il le dit clairement durant son séminaire, qu'il a questionné Lévi-Strauss à propos d'Antigone, dont il allait parler, pour d'une certaine façon aussi assumer la contrepartie dans le genre de ce qu'il en est de l'expérience analytique côté femme, et du coup on retrouve naturellement la question féminine que j'ai longuement abordée, dont j'ai parlé plus haut. Et donc dans ce second ouvrage, second volume des mythologiques de Lacan, qui s'appelle Oedipe assassiné, on aperçoit, j'ai mis l'accent sur la manière dont Antigone est présentée par Lacan comme la garante du signifiant. Elle choisit donc la mort, comme on le sait, pour garantir le désir des dieux, et elle prend parti pour son frère criminel. Quoi qu'il en soit donc des actes de son frère contre la cité, puisqu'il a trahi la cité, il n'empêche, au prix de sa vie, elle exige l'enterrement de son frère. Du même coup, c'est un peu moins connu, elle désigne aussi Jocaste, sa mère, comme cause de son malheur, contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, puisque elle s'est faite le soutien de son père pour toute l'errance d'Oedipe. Mais elle-même, d'une certaine façon, avait aperçu, dans le texte même de la tragédie, elle-même avait aperçu tout ce qui se fomentait, comme on dit, à partir de la volonté de jouissance de sa mère Jocaste. Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'Antigone est lacanienne, puisqu'elle s'accorde parfaitement avec Lacan, ou Lacan s'accorde avec Antigone pour repérer le point, la source de la jouissance chez la mère. Alors, dans le 4e chapitre de l'ouvrage Oedipe assassiné, je revisite la théorie de la castration dans la modernité d'Oedipe à Hamlet. Le 5e chapitre étudie ce qu'on appelle le deuil du phallus. Alors, le deuil qui est rien d'autre qu'une forclusion inversée, ce que j'explique dans l'ouvrage et qui est un peu compliqué à formuler comme ça et à comprendre immédiatement. Donc, mais enfin, il faut le lire, c'est une forclusion inversée. Et du coup, on peut comprendre pourquoi le phallus, sous la plume de Lacan, devient l'objet de la castration, tandis que les objets A en sont l'effet, ce qui est très différent. Et pour comprendre ça, il faut comprendre que le deuil est une forclusion inversée. Bon. Alors on voit en tout cas avec ces modifications
considérable qui anime cette période que j'ai appelée les mythologiques de Lacan. On voit que les incidences cliniques et théoriques de cette nouvelle lecture des sources littéraires de Lacan, ces incidences sont donc immenses. Elles touchent à ce qu'est le phallus. Alors j'entends beaucoup parler du phallus, je lis beaucoup de choses là-dessus, comme vous tous, et évidemment on s'aperçoit que la manière dont la notion est reprise par tel ou tel auteur, souvent légèrement externe au champ analytique, ne correspond pas vraiment à la manière dont il est forgé par le Lacan, au moins par le Lacan de la révolution du phallus. Alors, donc les incidences cliniques et théoriques de cette période sont immenses. Elles touchent à ce qu'est le phallus, je me répète, ce qu'est donc la castration, et pas la castration ne vient pas de l'autre, mais la formule la plus adaptée de la castration, la plus précise, la plus précieuse d'une certaine manière de la castration, c'est l'automutilation. On voit que c'est encore un bouleversement considérable en ce qui concerne le point de vue de Lacan et donc le point de vue analytique du champ lacanien sur la question. Elle touche donc aussi cette nouvelle période à la question du deuil du phallus, à la production des objets A et à la question du fantasme que j'ai largement développé dans le premier volume, la prison de verre du fantasme. Et elle touche enfin à ce qu'est le sujet comme réponse du réel, puisque le fantasme est une réponse, une solution à ce point de réel externe qui vient, disons, de ce que Lacan appelle à l'époque la mer ou la chose, et on verra dans le volume que je suis en train d'écrire, le troisième volume, enfin pour ceux qui voudront le lire, que cette identification de la chose à la mer bouge dans la théorie de Lacan, et je montrerai comment dans ce troisième volume. Mais pour le moment, on en est au second volume que je vous propose de lire. Donc, alors, tout ceci vaut, en ce qui concerne les buts moraux de la psychanalyse, au plan du cas, sortir de la prison du fantasme, et aussi ça vaut au plan du collectif, parce que je montrerai aussi dans le troisième volume comment la logique de la sublimation est en fait totalement homologue à celle du fantasme, ce qui fait que ceux de nos collègues qui promeuvent la sublimation comme issue de la cure, une cure menée jusqu'à son terme, bien entendu, c'est-à-dire jusqu'à la production d'un psychanalyste, eh bien ceux qui promeuvent cette idée, qui est une idée bienveillante, naturellement, n'est pas lacanienne, même si elle est freudienne. Donc, toutes ces questions seront à reprendre. Alors, on verra enfin, naturellement, on voit encore un peu mieux maintenant tout ce qui cause, qui aura causé le titre de cet ouvrage, Oedipe assassiné. Eh bien, Oedipe assassiné, le titre s'explique par ce fait que j'ai pu constater, me déplaçant un peu à travers la géographie, on va dire, le monde,
que cette idée de la disparition du complexe d'Œdipe dans la clinique s'impose sous quelques plumes assez modernistes ou postmodernistes qui veulent mettre la psychanalyse au goût du jour, ce qui est louable, naturellement, en soi, mais pas au prix d'abandonner cet opérateur central qu'est le complexe d'Œdipe. C'est très exactement une folie, et c'est mais c'est ce qui structure, c'est une folie qui structure une part, disons, de la pensée de quelques collègues qui souhaitent faire que la psychanalyse rejoigne l'esprit du siècle, comme on dit dans le milieu analytique lacanien. Alors, on comprend que ce n'est pas du tout mon point de vue et que, en gros, ce n'est évidemment pas le point de vue non plus de la quasi-totalité des analystes qui reçoivent des patients. Pour ceux qui n'en reçoivent pas, c'est une autre affaire. Mais évidemment, la présence de l'Œdipe, mais de l'Œdipe à penser tel que Lacan nous le propose dans sa visite de cette période démythologique, eh bien la présence de cetŒdipe au cœur de la structure des névroses de l'homme occidental et de la femme, naturellement, est éminemment active, présence active, féconde, présente, et qui est au cœur des embarras du sujet de la modernité, quoi qu'on veuille. Du coup, je ne vois pas très bien comment un psychanalyste pourrait laisser de côté cet opérateur essentiel qui structure la névrose elle-même. Donc, d'où mon titre,Œdipe assassiné par ce que j'ai appelé le cœur, le cœur des fils d'Œdipe, des fils d'Œdipe et des fils de Freud surtout, des fils de Freud qui, je le répète, souhaiteraient laisser de côté cet opérateur, alors que pour Freud, comme on le sait, c'est vraiment ce qui distingue les tenants, disons, de la psychanalyse de ceux qui s'y opposent. C'est le complexe d'Œdipe, c'est la prise en compte du complexe d'Œdipe dans le malheur de la modernité. D'où ce titre, un peu critique pour cet ouvrage que je montre là, je ne sais pas si on le voit bien. Donc,Œdipe assassiné. Alors, en ce qui concerne évidemment cet assassinat d'Œdipe dans la modernité, dans l'actualité plutôt, par quelques penseurs, on va dire, eh bien évidemment, si l'on suit mon travail dans ce second volume et que l'on s'aperçoit queŒdipe veut être rien, veut rejoindre la mort, eh bien naturellement, on aura beau jeu et ce sera légitime de dire que ses collègues, d'une certaine façon, sont bien dans la veine de la tragédie de Sophocle. Et que donc, en assassinantŒdipe dans notre actualité, en l'oubliant, en appelant à son oublierŒdipe, eh bien, il réalise par là le vœu même
du caractère Oedipe, qui, comme vous vous en souvenez, à Colonne sera donc mis au tombeau, mais mis au tombeau dans un lieu qu'il tient à garder secret. Il sera donc oublié, et donc, d'une certaine façon, je conclus ici sur le fait que ces camarades qui modernisent, qui postmodernisent, au fond, agissent sous le désir même d'Oedipe, désir d'Oedipe qu'ils considèrent à tort comme obsolète et absent de la modernité, alors que toute l'analyse de la névrose, des garçons comme des filles, d'une certaine façon, et je dirais même que c'est pas tout à fait la même, quitte à me faire questionner là-dessus, eh bien, cette névrose dans notre actualité est parfaitement structurée par les grands textes de la mythologie, les textes sources de la mythologie occidentale, d'où l'idée de Lacan d'étudier tout ça de très près, parce que le sujet de l'inconscient se déduit des grands textes et non pas l'inverse. Voilà, donc merci pour votre attention et pour la lecture de ce second volume des mythologiques de Lacan qui est publié aux éditions RS. Voilà le volume 2 qui reprend la suite, qui prend la suite du volume 1 naturellement, qui s'appelait La prison de verre du fantasme. Celui d'ici s'appelle Oedipe assassiné, Oedipe roi, Oedipe à Colonne, Antigone ou l'inconscient des modernes. Merci pour votre attention.